Une motion de censure a été votée contre lui. Lui, c'est le gouverneur Teongwa Kassi du Sud Kivu. Nous allons en parler aujourd'hui avec des juristes et aussi des politologues qui vont certainement analyser par rapport à cette situation. Alors, nous avons le professeur Jean-Claude Moubalama. Bienvenue. Merci. Voilà, monsieur, bienvenue Kaleba. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur Jean-David Kilo. Voilà, le Sud Kivu aujourd'hui est confronté à cette crise. Est-ce qu'on peut appeler que c'est une crise qui s'installe? Tout à fait. C'est une crise. C'est exact. Monsieur, bienvenue Kaleba. Ngwabidje, dans un premier temps, il a échappé à cette motion de censure, mais cette fois-ci, il est tombé et puis il est revenu. Donc la Cour d'appel a rejeté sa motion. Est-ce une satisfaction ou il y a un problème à pouvoir corriger? Non, écoutez, il n'est jamais tombé, heureusement. Il n'est jamais tombé. Il n'est jamais tombé. Jamais. Parce que s'il était tombé, il ne serait pas gouverneur jusqu'aujourd'hui. Voilà, on va revenir. On prend d'abord la première vidéo. On voit ce que lui est en train de faire et puis on y revient tout de suite. Dès sa prise de fonction, le gouverneur Teongwa Kassi s'est immédiatement mis au travail pour gouverner autrement la province du Sud Kivu. Le premier sujet de préoccupation pour lui demeure les infrastructures routières dans la ville de Bukavu. Teongwa se lance dans la modernisation de la route d'Ngouba, tronçon place Moulamba frontière aux Zizi 1er, et il a raison parce que les 100 000 habitants d'Ngouba sont privés depuis des années du transport en commun à cause de l'état de délabrement de ce tronçon routier. Aucun taxi, aucune moto n'osait s'aventurer sur ces nids de poules qui jonchaient la chaussée. Le gouverneur a lancé les travaux et au bout de quelques mois, la route d'Ngouba était asphaltée. Du rêve à la réalité, les véhicules et les motos peuvent de nouveau rivaliser de vitesse sur cette route de plus de 9 mètres de largeur et 3,5 km de longueur. Au même moment, le gouverneur Teongwa a décidé de réactiver le projet de modernisation de la RN29B, tronçon Major Vango Rosizi 2. Nous allons parler avec le praticien du droit. On vient de suivre la vidéo, on vient de suivre ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, Teongwa continue toujours à être gouverneur? Maître, professeur. Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour la parole. Teongwa Kassi demeure aujourd'hui le gouverneur de la province Sud Kivu. Et cela est démontré par le fait que, comme vous le savez, après la motion de censure qui a été votée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, émaillée bien entendu de plusieurs irrégularités, on y reviendra. Plusieurs irrégularités. Tout à fait. Après, la Cour d'appel, vous l'avez dit au début, a pris une ordonnance de référé suspension. Et qui suspend, c'est ce qui est intéressant, l'acte de notification de la destitution du gouvernement provincial. Et l'ordonnance précise ce que beaucoup de gens ne connaissent pas, que l'acte est suspendu en attendant la décision sous RA 287, parce que la Cour d'appel a été saisie pour l'annulation de cet acte, mais également l'ordonnance précise qu'en attendant aussi l'issue de la requête, il a parlé en termes génériques des requêtes devant la Cour constitutionnelle. Bon, c'est dire que le gouverneur demeure en fonction jusqu'à l'issue de ces procès. Voilà, on va y revenir par rapport aux irrégularités, on va y revenir, puisque nous avons un juriste, nous avons aussi un politologue, donc il va analyser sous les plans politiques. Monsieur Bienvenu Kaleba, est-ce qu'il y a des pesanteurs? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des pesanteurs qui ont milité, qui ont fait assez qu'aujourd'hui, qu'ils soient déchus après quelques heures, c'est la cour d'appel au niveau du Sud Kivu
qui a rejeté ça. Non, mais les faits sont clairs. Parce que vous savez que la situation actuelle du Sud Kivu, ce n'est pas une crise politique entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, C'est quoi alors? comme les gens le disent. Oui. C'est tout justement les forces. Il y a des forces hostiles au chef de l'État. Il y a des gens qui ne sont pas dans la vision du président de la République. Et ils ont compris que le gouverneur Théo Ngouabi Kassi, c'est quelqu'un qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État, qui incarne bien sûr le développement de cette province. Alors, le fait que le gouverneur Théo s'était prononcé, le tout premier gouverneur, à adhérer à l'Union sacrée, cela a déclenché ce que nous vivons aujourd'hui dans cette province. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, en tout cas, permettez-moi de le dire, il y a certains caciques du FCC qui sont bien identifiés, qui sont en train de manigancer tout ce qui se passe au Sud Kivu aujourd'hui. Parce qu'ils cherchent la tête de Théo Ngouabi, sous-entendu, mais plutôt ils sont en train de chercher comment faire échapper les chefs de l'État au contrôle de cette province. Mais aussi, ils sont en train de diaboliser l'autorité morale de la FDCA, qui est l'honorable président du Sénat, Bahati Lukwebo. Bon, vous comprenez un peu, ce sont des gens qui sont dans des laboratoires pour créer des diabolisations, en fait que la province de Sud Kivu, qui a déjà décollé avec Théo Ngouabi, ne continue pas à décoller. Les relations sont bien entre Bahati Lukwebo et Théo Ngouabi. Mais bien sûr, mais c'est Bahati Lukwebo, c'est un père pour Théo Ngouabi. Et c'est lui qui serait beaucoup plus impliqué pour que Théo Ngouabi récupère sa place, semble-t-il. Écoutez, ça, ce sont des racontages, ce sont des choses qui se fabriquent dans les laboratoires de ces gens très hostiles au chef de l'État. Voilà. Et, maître, vous aviez parlé des irrégularités. Alors, quelles sont les irrégularités? Parce qu'aujourd'hui, la justice, au niveau de la Cour d'appel, a rejeté la motion de censure contre le gouverneur Ngouabi. Oui, avant d'en arriver là, je voulais compléter, au-delà du fait qu'il y a l'ordonnance de référé suspension, mais la démission n'a jamais été actée. La démission ne pouvait pas avoir lieu parce que il y a l'ordonnance qui le maintient encore, l'ordonnance de référé suspension. Mais pour qu'il ne soit plus gouverneur, il faut que les autorités, la hiérarchie, puissent prendre acte de sa démission. Et donc il est gouverneur sur base d'abord de cette ordonnance de référé suspension, mais également, comme on le sait, il n'y a jamais eu une autorité qui ait pris acte de sa démission. Je voulais le préciser et j'en arrive aux irrégularités qui ont émaillé la motion de censure. Cette motion a été votée en date du 2 décembre 2021 dans un contexte tout à fait particulier. Un contexte particulier dans le sens que déjà la motion elle-même a été votée par 12 membres de l'Assemblée provinciale, parmi lesquels il y en a 2 qui ont été déchus judiciairement de leur qualité de députés. Mais au-delà de ça, en ce qui concerne la procédure, comme vous le savez, l'article 200 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale prévoit que pour la décision, pour les quorums des décisions, il faut qu'il y ait 3/4 des membres qui sont physiquement présents. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ils ont été 24. Parce que si, vous voyez, il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux qui indiquent qu'il y avait 27 votes, parmi lesquels 3 votes par procuration, qui est un mode de vote qui n'existe pas dans l'arsenal juridique congolais. Et donc, si on défalque les 3, on reste avec combien? 24. Bon, les PV n'avaient pas été annexés à la notification. Les PV
l'Assemblée, c'était devenu un mystère. Ils ont caché le PV pour que la population ne découvre pas la réalité. Mais au finish, quand on lit le PV, il mentionne qu'à l'appel nominal avant le vote, les rapporteurs renseignent qu'il y avait 25 membres physiquement présents. Que ce soit 25, que ce soit 24, dans tous les cas, il y a toujours irrégularité. Il n'y a pas quorum de décision. Le quorum de décision, c'est 32 sur 48 députés. Bon, ça, c'est un aspect. Un autre aspect, non des moindres, c'est que vous imaginez, le même jour où les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Daniel Asselo, invite tous les responsables des institutions, donc les gouverneurs, vice-gouverneurs, président de l'Assemblée provinciale, vice-président, à venir à Kinshasa pour une consultation. Le même jour, on organise de façon forcée, avec empêchement de la police, dans un contexte de troubles, ils organisent l'entrée des députés. Déjà, comme vous le savez, les droits de la défense, c'est un droit extrêmement important. Extrêmement important. Les gouverneurs ont été privés du droit de la défense. On l'a empêché de pouvoir faire valoir ses arguments de cette façon-là parce qu'il devait venir à Kinshasa. Bon, on n'entre pas dans tous ces débats parce que la Cour constitutionnelle est déjà saisie. On aura l'occasion de faire valoir tous les éléments pertinents à ce sujet. Et donc, vous comprenez déjà à partir du fait que la motion elle-même pose problème, la procédure pose problème, les droits de la défense notoirement violés, qu'est-ce qu'on peut dire de cette motion, sinon que de dire tout simplement qu'elle est émaillée des irrégularités incroyables et notoires. Voilà. Mais, Monsieur Bienvenu Kaleba, est-ce qu'au regard de ce que vient de peindre Maître, aujourd'hui, il y a une crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial? Jean-David Kilolo, vous savez que la province du Sud Kivu a été prise en otage par un groupe de gens pendant presque plus de 2 décennies. Et actuellement, la population de cette province est totalement fatiguée de cette pratique. C'est pourquoi je venais de vous dire tout à l'heure qu'il n'y a pas une crise. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas une crise. Au-delà de ce que j'ai énuméré là-dessus, le VPM invite le gouverneur, son adjoint, le président de l'Assemblée provinciale et son adjoint à Kinshasa. Mais en dehors du gouverneur, ceux-ci refusent de répondre à l'invitation du VPM de l'Intérieur. Qui refuse? Le vice-gouverneur n'était pas venu. Okay. Le président de l'Assemblée et son adjoint, ils ont préféré organiser la plénière dans toute irrégularité. Donc, ça... au lieu de venir à Kinshasa répondre à l'invitation du VPM de l'Intérieur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cela veut dire qu'il y a un groupe de gens à côté qui travaillent dans un laboratoire et qui manipulent toute une institution qui est censée être indépendante. Je dis bien l'Assemblée provinciale. Il y a une conférence de gouverneurs. Le chef de l'État était clair. Il a demandé à toutes les institutions provinciales de laisser stable les institutions provinciales pour qu'il y ait un développement dans toute la province. Il faut une stabilité. Mais curieusement, juste après cette conférence, l'Assemblée provinciale du Sud Kivu adresse encore une rénotification au gouvernement provincial. Enfin, un terme que je ne suis pas juriste. L'Assemblée provinciale. Nous avons un juriste sur le plateau. L'Assemblée provinciale a envoyé une rénotification au gouvernement provincial
pour lui signaler que vous avez été déchu pour la deuxième fois. Ça c'est après la 8e conférence. Après la 8e. Donc vous comprenez que c'est... La 8e conférence des gouverneurs. Exactement. Vous comprenez que c'est une institution donc, il y a l'insubordination qui crée une rébellion même face au chef de l'État, aux instructions du chef de l'État. Et ça, c'est un élément très capital. Donc il y a une crise alors. Qui prouve que la crise dont on parle, ce n'est pas nécessairement entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, mais c'est juste au niveau de certaines personnes qui cherchent à faire échapper le chef de l'État du contrôle du Sud Kivu, parce que vous savez que les élections arrivent. Et avec l'élan du gouverneur Théo Ngouabi Kassi, toutes les réalisations qu'il est en train de faire, aujourd'hui, s'arrêtons dans les actifs de Félix Tshisekedi. Et tout cela serait à sa faveur pendant les élections. Et ces gens, ils le savent. Parce que ce sont des forces hostiles au chef de l'État, je le répète plus d'une fois, qui sont en train de créer et prendre la province en otage. Voilà ce que je peux répondre à votre question par rapport à cette crise qu'on veut créer. Donc, vous savez, ce n'est pas une crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, mais c'est une crise entre les individus. C'est ce que vous voulez dire. Mais voilà. Entre autres, je parlais du président du Sénat. Un homme d'État, heureusement c'est un homme d'État, parce qu'ils sont en train de chercher comment créer des frustrations dans sa tête pour qu'il arrive même à lâcher le gouverneur qui est membre de son parti avec des intoxications, des diabolisations. Et ils utilisent le média, les réseaux sociaux. Ils utilisent tous les moyens pour arriver à créer même de mésententes entre cette personnalité. Or, Bahati Lukwebo, nous le connaissons très bien dans ce pays. Et c'est ce que je vais encore rappeler sur ce plateau. Il a beaucoup milité sur la création, l'organisation de l'Union sacrée. Et ces gens ne peuvent pas être d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord. Ils sont en train de monter des stratégies pour arriver même à le déstabiliser lui-même. Chercher à faire voir au chef de l'État qu'aujourd'hui au Sud Kivu, il y a une crise, ça ne va pas, et il y a aussi Bahati qui a la même mise là-dessus, alors que c'est faux et archi faux. Voilà. Et on va revenir, on prend une vidéo et puis on revient. C'est l'image qui restera jamais gravée dans la mémoire des Sud Kivusiens, celle de la coupure du ruban symbolique qui marque la réouverture de la route nationale VNF-A, tronçon routier Place Moulamba, jusqu'au poste frontalier Ruzizi Ier qui sépare la RDC et le Rwanda. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabi Kassi, dont le nom restera écrit en lettres d'or, n'a pas caché sa satisfaction après la réouverture au trafic de ces tronçons routiers dans la ville de Bukavu, après la fin des travaux d'asphaltage financés par le gouvernement provincial. Les travaux ont connu un retard à l'avènement du coronavirus, avec un impact non négligeable sur la trésorerie en province, ainsi que la difficulté de s'approvisionner en matières premières, des suite de la fermeture des frontières, a dit le gouverneur de province. Longue de 3,4 km, cette route constitue le plus vaste chantier entamé par l'autorité provinciale quelques mois après avoir pris la tête de la province, au moment où aucun transport en commun n'osait emprunter cette voie à cause d'un chapelet de nids de poules dans lesquels s'embourbait tout en roulant. Pendant plus de 5 ans, les habitants de Ngouba ne pouvaient plus avoir un taxi pour les amener chez eux. Le plus téméraire des taximens qui s'engageaient sur cette route faisait payer plus que le coût d'une course ordinaire. Car les projets que nous inaugurons aujourd'hui corrigent une humiliation. Humiliation du pouvoir public par rapport aux citoyens, mais aussi de notre pays par rapport aux pays voisins. Il était également question de rendre les hommages au président Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour doter la RDC des infrastructures routières modernes. Tout ceci ne saurait être possible sans le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons applaudir le Président de la République, puisque c'est lui qui veut que notre pays avance. Le changement dont on parle, ce n'est pas un changement verbal, mais c'est un changement dans les actions. Malgré ces 4 bandes et un espace séparateur, 1 kilomètre a coûté 824 000 $, les éloges n'ont pas tari à l'endroit de Théo Ngouabi Kassi, car la réhabilitation de la même distance, sous les standards identiques, varie entre 1 million et 2 millions de dollars en RDC. Voilà, Théo Ngouabi, il est là, il continue toujours à poser les actes en tant que gouverneur.
Mais bien sûr, c'est comme je disais... Malgré la rénotification de sa déchéance. Justement, ce que je disais, au-delà de l'ordonnance des référés suspension, qui, en fait, relève du droit pur et qui a aussi rencontré des échos dans la jurisprudence. Je vais vous dire que il y a un cas similaire dans l'affaire que vous connaissez, Jean-Marc Akabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale contre Madame la présidente Janine Mabunda. Dans cette affaire, les juges des référés a suspendu les effets de la décision numéro 10, bar CAB, bar P, bar AN, bar JML, bar 2020, fixant le calendrier de l'élection et l'installation du président de l'Assemblée nationale en attendant la décision de la Cour constitutionnelle sous R 1242. Et dans le même sens, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, dans l'affaire du gouverneur de Sankourou, qui était déchu, il a fait un message clair du 7 décembre 2021 dans lequel il prend position dans le sens ci-après. Je préfère lire le message. Il dit « Au vu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant non fondée la requête de M. Joseph Stéphane Moukoumadi, gouverneur de Sankourou, en contestation de sa déchéance par l'Assemblée provinciale de Sankourou, il a pris acte de la déchéance de ce gouverneur parce qu'il n'y a aucun obstacle, dit-il, légal qui subsistait à ce jour. Et c'est après que la Cour constitutionnelle se soit prononcée que les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières avaient pris acte de la déchéance. Vous comprenez que ce soit l'ordonnance, que ce soit les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, qui est un homme que nous connaissons, un juriste chevronné et méticuleux dans l'analyse, qui a dit même à la conférence des gouverneurs que c'était son point de vue, compte tenu de l'ordonnance des référés suspension, il ne pouvait que constater que le gouverneur est là. Donc il ne pouvait pas se passer de sa présence. Donc le gouverneur a été invité en qualité de gouverneur de province parce qu'il l'est effectivement. Et donc, il l'est jusqu'à quand? Mais l'ordonnance des référés suspension et les autres arrêts disent jusqu'au moment où il y aura des décisions, donc au niveau de la Cour d'appel et au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que d'aucuns pensent que ça vient du vide. D'aucuns pensent qu'il faut, pour anéantir les décisions judiciaires, il faut faire des contacts politiques, il faut contacter celui-ci, celui-là. Je reviens sur ce que Caleb venait de dire. L'autre stratégie, c'est la diabolisation. On veut diaboliser le gouverneur. On veut diaboliser et le gouverneur et même son mentor, le sénateur Bahati Lukwebo, dont on connaît les mérites dans ce pays. Bahati Lukwebo, c'est un monument. Mais maintenant, leur stratégie, c'est quoi? C'est de tout faire pour dire n'importe quoi, essayer de traquer mentalement le président pour voir s'il peut éventuellement lâcher le gouverneur Théo Ngouabi Kassi. Mais ça, ce n'est pas connaître les sénateurs. C'est un homme posé, c'est un homme qui a toutes les capacités, les atouts nécessaires d'analyse. Et voilà, donc, sous ce point, je crois qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que le gouverneur, le Théo Ngouabi Kassi, il est gouverneur de province. Et je ne vois pas les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur se contredire. Il a
pris une position en ce qui concerne le gouverneur Sankourou, une position qui va dans le sens de la jurisprudence. Et je ne vois pas comment il peut en être autrement. On prend la dernière vidéo pour revenir. Alors, cette fois-là, on va parler les regards critiques par rapport aux actes posés par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et aussi M. Bienvenu Kaleba. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouverneur, il a une main mise sur ses admins? C'est parce que jusque-là, on est en train de voir le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale. Donc, on sent une certaine rébellion par rapport à ça. On y revient après cette vidéo. Voir des minibus arriver à Kamituga, 170 km au sud-ouest de Bukavu, dans le territoire de Mwenga, il y a 3 ans que cela n'était plus arrivé. C'était un rêve que cet homme, Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud Kivu, s'est chargé de transformer en réalité avec le concours d'autres partenaires. La route nationale numéro 2, dans son tronçon compris entre Tubimbi et Mwenga, était devenue tristement célèbre avec ses gigantesques bourbiers. Pour allier Mwenga ou Kamituga, les véhicules à double traction mettaient 2 mois, voire plus. Les produits de première nécessité devenaient de plus en plus rares et l'ensemble du territoire plongeait dans l'enclavement. Seul au volant de son 4x4, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a parcouru le tronçon Bukavu-Kamituga en passant par Kassika, Kalambi et Mwenga. Le maître d'ouvrage est allé voir de... Bienvenue Kaleba, on voit le gouverneur qui est là. Mais jusque-là, il n'y a pas d'entente entre lui, le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, qui ne jure que sur sa déchéance. C'est une rébellion, surtout par rapport même aux instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui les a appelés ici à Kinshasa, et ces derniers n'ont pas répondu. En fait, je ne cesserai pas de le dire, dans tout ceci, c'est le chef de l'État qui est la cible numéro 1. Et à ce moment-ci, il faut que le gouverneur Théo Ngwabidje retourne au Sud Kivu. Il est où maintenant? C'est l'idéal. Il est ici à Kinshasa. Il doit retourner parce que vous savez que malgré toutes ces motions, dans une année, 3 motions, de décembre à décembre, mais il est arrivé quand même à réaliser quelque chose de très important pour la province. Vous avez suivi les images. Malgré tout cela, Ngwabidje, il a gardé la sécurité dans sa province. Et actuellement, vous avez suivi l'autre fois, il y a l'incursion à Bukavu. Donc, on n'écarte pas ceux-là qui sont en train de se mettre ensemble contre le gouverneur, d'être complices de ce qui s'est passé à Bukavu. Parce que leur objectif, c'est de créer l'insécurité, de créer des désordres pour que Théo Ngwabidje parte et que Félix perde le contrôle de cette province. Voilà pourquoi aujourd'hui, la population de Bukavu même réclame son gouverneur. La population de Bukavu. Je vous dis, aujourd'hui... Il veut assez qu'il rentre? Qu'il rentre pour continuer ce qu'il a commencé. Vous savez qu'avant même le projet de 145 territoires, Théo Ngwabidje avait déjà lancé un grand programme pour le développement de ces 8 territoires qui constituent sa province. Et cela ne fait jamais, ne donne pas la paix à ses détracteurs. Je vous rappelle que malgré ce qu'il y a à Bukavu, il est au moins le gouverneur qui a pu mettre la main sur ces gens civiques et les acheminer jusqu'à Kinshasa. Ils sont en prison ici. Et son absence à Bukavu va continuer à créer l'insécurité dans cette province. Et c'est ce que les autres sont en train de chercher. Voilà pourquoi la population et tout le monde veut que le gouverneur rentre dans sa province et continue ce qu'il a déjà. Et voilà, maître, comment vous avez trouvé les actes posés par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, les actes qui ont fait à ce que le gouverneur soit déchu? En fait, ces actes ont été posés dans une précipitation incroyable. Précipitation. Ce qui a entraîné, comme je le dis, des erreurs grossières et notoires. Je ne reviens pas sur l'aspect émotion, mais je vais vous illustrer
l'aspect rénotification. Ça fait rigoler quand même. La rénotification n'est pas prévue par l'Arsenal juridique congolais. Mais il y a eu rénotification. Mais maintenant, j'ai les actes ici. Vous imaginez que on rénotifie une notification Irrégulière. dont la Cour a déjà suspendu les effets. Ça, quel sens? Mais aussi, quand je regarde la manière dont cette rénotification a été instrumentée, vous voyez l'huissier, un acte d'huissier qui notifie, j'ai lu l'exploit, il notifie la correspondance numéro 305 BUR ASPRO SK 01 2021 qui n'existait pas. Parce que leur correspondance que j'ai sous mes yeux, c'est 305 BUR ASPRO SK 01 2020. Mais on notifie, on rénotifie une correspondance de 2020 alors que la motion a été votée en 2021 et l'huissier, lui, il dit qu'il notifie plutôt une correspondance de 2021 alors que la correspondance de l'Assemblée mentionne une référence de 2020. Bon, moi je pense que, monsieur le journaliste, au-delà de ça, il y a eu d'autres actes. Je prends l'exemple du budget. Voilà. En date du 24 décembre 2021, le gouvernement provincial dépose le budget. Le projet dédié budgétaire pour l'exercice 2022. Et puis, ils n'ont rien fait jusqu'à la date butoir, le 15 décembre. Et la loi prévoit qu'à cette date, s'il n'y a toujours pas de budget, en ce moment-là, le gouverneur, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, confirme les termes du projet de budget. Alors, il y a un scénario qui va se passer. Eux, ils invitent le gouverneur intérimaire à venir présenter le budget alors qu'ils considèrent le gouvernement démissionnaire. Est-ce que c'est logique? Et quand ils se rendent compte, ils disent non, non, vous n'allez plus présenter le budget, mais plutôt c'est les crédits provisoires que vous allez solliciter. Bref, c'est la précipitation, tout simplement parce que l'Assemblée provinciale a agi tout simplement dans le dessein de nuire à l'image du gouvernement provincial. Et la dernière motion tenue concerne un gouvernement qui n'a que 3 mois, qui n'avait que 3 mois. En 3 mois, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Quelle évaluation on peut faire d'un gouvernement qui n'a que 3 mois? Peut-être pour terminer, si vous le permettez, je voulais mentionner qu'il y a maintenant une campagne de diabolisation dans le sens que d'aucuns, contrairement à ce que vous venez de voir, les réalisations, et je vous dis que rares sont des gouverneurs qui ont précédé, qui ont fait autant. Je vous le dis, je vous mets au défi. Mais par contre, le principe, c'est ôte-toi que j'y m'y mette. Et pour cela, on crée des histoires. L'histoire qui a défrayé la chronique, c'est l'histoire de Mwenga. Voilà. Je peux dire un mot là-dessus. Oui, un mot. Juste un mot, quelques secondes. L'Assemblée nationale a mené des enquêtes. L'Assemblée provinciale a mené des enquêtes. Je mets au défi quiconque va me montrer une seule page de ces 2 rapports où on mentionne que Théon Gwabidje est impliqué dans l'exploitation illicite. Je dis bien, je mets au défi. Donc, il n'y en a pas. Mais au niveau, et ce qui circule là, c'est quoi? mais au niveau de l'Assemblée, vous voyez l'honorable Boulambo qui prend une photo, constatant évidemment qu'il n'y a rien dans les rapports, on va tirer des éléments en dehors du rapport. Cette photo était là, ça ne dit rien, ça ne concerne pas
l'exploitation illégale, c'est une photo tirée du Facebook, du compte Facebook de l'intéressé. On n'a jamais cité les messieurs Didier Kapaï, les concernés, dans les rapports, mais on sort du rapport parce qu'il n'y a rien dans les rapports. Et puis maintenant, on présente des documents qui n'ont même pas attiré l'attention des membres de la commission. Donc maintenant, c'est partout, exploitation des minéraux. Je vous dis, il n'y a rien. Ce sont tout simplement des campagnes de diabolisation. Et ensuite, il faut se dire, quand les gens parlent de détournements ou quoi, c'est beaucoup de choses qu'ils racontent. Mais les détournements se constatent comment? Il faut qu'il y ait un contrôle parlementaire. Quel est le contrôle de l'Assemblée provinciale qui a révélé qu'il y a détournement? L'IGF n'est jamais descendu là. L'IGF n'a jamais descendu. Et même s'il descendait, je ne pense pas qu'il puisse trouver ce qu'on est en train de raconter. Donc, bref, pour mes résumés, ce sont des campagnes tout simplement pour ternir l'image du gouverneur et de son autorité morale. De son autorité morale. Merci beaucoup, monsieur Bienvenu. Quelques secondes pour terminer. Quelques secondes seulement. Aujourd'hui, si Théo Ngouabidji est rentré au niveau du Sud Kivu avec les climats, est-ce qu'il va exercer bien sa fonction? Il va très bien exercer sa fonction. Voilà, merci. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.